Pourquoi certaines civilisations ont-elles disparu à leur apogée? Ce mystère déroute les archéologues. Ces cultures se sont évanouies, laissant juste assez de traces pour donner naissance aux mythes et aux mystères. Ces énigmes enflamment très vite les imaginations. L'Atlantide, engloutie par les flots, n'a rien laissé d'autre qu'une fascinante légende vieille de plusieurs milliers d'années. Mais il n'y a pas d'histoire plus fascinante que celle des formes mystérieuses tracées dans le sol d'un désert brûlant au sud du Pérou. Qui les a réalisées? De telles énigmes conduisent des scientifiques curieux et passionnés à s'interroger et à chercher des réponses. Que cela signifie-t-il? D'où cela vient-il? Comment percer les mystères de civilisations qui n'ont pas laissé de traces écrites? À la différence de l'Atlantide, les étonnantes lignes du Pérou sont restées inconnues des savants européens pendant des siècles. Mais à la différence d'une légende, elles offrent des objets plus concrets à étudier. Les premiers aviateurs qui ont survolé le désert péruvien ont découvert ces lignes et en ont révélé l'intérêt. Ils ont été étonnés de découvrir au-dessous d'eux que dans cette vaste terre vide et désolée se trouvaient de drôles de pistes d'atterrissage. Du ciel, des milliers de formes complexes sont visibles dans ces plaines inhabitées. La ville péruvienne la plus proche, Nazca, située à 400 km au sud de Lima, a donné son nom à ces formes, connues maintenant comme les lignes Nazca. Les gens ont été rapidement fascinés et ont voulu savoir ce qu'étaient ces lignes. Comment sont-elles apparues dans ce désert inhospitalier? Qui les a tracées et qu'est-il advenu de ce peuple? David Johnson, un professeur d'université devenu explorateur, a passé de nombreuses années à étudier ces dessins. Les lignes Nazca que les gens connaissent le mieux sont celles que vous voyez depuis l'avion. Elles sont grandes, larges et ont résisté au temps, mais il y a des centaines de milliers d'autres lignes. De longues lignes forment d'étonnants dessins, certains visibles depuis l'espace. Il y a des animaux, des plantes, une immense créature longue comme 2 terrains de football. Voici un portrait d'astronaute. C'est ce qu'a affirmé le Suisse Erich von Däniken quand il a étudié les lignes Nazca pendant les années 60 et 70. Von Däniken a surpris en déclarant que certaines de ces lignes étaient construites avec une telle précision qu'elles pouvaient servir de piste d'atterrissage pour des vaisseaux venus de l'espace. Des centaines de ces triangles en forme de trapèze sont visibles depuis le ciel. À la suite de ces déclarations, les gens ont commencé à voir dans chacune de ces formes dessinées sur le sol la marque d'une présence extraterrestre. Les explications de l'auteur suisse ont trouvé une étrange résonance quand les archéologues ont découvert ce crâne à la forme étrange près des lignes Nazca. Mais il y a un mystère plus profond encore. Qui donc a pu, durant si longtemps, tracer ces formes et comment ont-ils survécu dans un des déserts les plus arides du monde? Ils ont eu besoin de grandes quantités d'eau. Comment la trouvaient-ils? David Johnson a mis au point une nouvelle théorie. Cet endroit était sec il y a 3000 ans, comme aujourd'hui. Les gens qui vivaient là savaient localiser les sources d'eau, ou alors ils n'auraient pas pu vivre ici durant des années. Pour vérifier ces hypothèses, David a demandé au professeur Stephen Maybe, un expert en hydrologie de l'Université du Massachusetts, de lui venir en aide. Là où nous sommes, il pleut rarement. Les habitants de cette zone n'ont pas souvenir de chutes de pluie depuis au moins 50 ans. La pluie ne tombe pas vraiment ici, et il n'y a pas moyen d'apporter de l'eau. Ensemble, ils sont partis assez loin dans le désert pour éprouver la théorie de David.
Cette partie du désert n'a jamais été explorée. Cela paraît incroyable, mais vous êtes à un endroit de la Terre pratiquement inconnu, où il existe très peu de pistes. Cette terre stérile recèle bien des surprises. Les habitants, à l'époque, savaient comment y ménager des cultures pour y produire assez de nourriture, le temps de dessiner les lignes. Comment ont-ils pu relever un tel défi? Et quel événement a pu faire disparaître une culture si ingénieuse? Le professeur Marcus Reindel est membre de l'Institut allemand d'archéologie comparée. Avec son équipe, il a passé de nombreuses années à étudier et à relever en détail les lignes Nazca, c'est-à-dire fouiller, puis reconstituer les vestiges, les poteries trouvées en très grand nombre. Nous devons tout tamiser pour récupérer le moindre petit morceau de poterie. Ensuite, dans les laboratoires, nous pouvons souvent les reconstituer entièrement après un travail minutieux. Marcus Reindel a découvert des ateliers de fabrication de ces poteries. Celles-ci sont décorées des mêmes motifs, des animaux identiques à ceux représentés sur le sol. Il est certain que les créateurs des lignes sont aussi les créateurs de ces vases, mais la datation pose d'insurmontables problèmes. L'âge des lignes est difficile à estimer, car les traces sur cette surface mettent des siècles à se transformer. Par exemple, on trouve des traces de gouttes de pluie tombées il y a 4 ans et encore imprimées sur les pierres poussiéreuses. Mais Marcus Reindel a utilisé la technique de la datation au carbone 14 pour dater les restes de nourriture et de vêtements. Cette méthode, assez précise, a permis de savoir que les premières lignes ont été tracées en 400 avant Jésus-Christ. Les origines des lignes Nazca se trouvent dans les dessins gravés sur des pierres découvertes dans la vallée. Les mêmes figures apparaissent dès le début, toujours sur les versants des montagnes. Ces dessins sont assez petits, environ 10, 15, 20 mètres, et très figuratifs. Ces personnages, ces créatures et ces spirales, les Nazca les ont dessinés plus grands et de manière plus abstraite quand ils ont commencé à les tracer dans les plaines. On peut voir un développement depuis des personnages vers des traits, puis des espaces vides, comme des grands trapèzes. Ces formes ont changé tout au long de la période de construction des lignes. Marcus Reindel a découvert que les Nazca ont créé de nouvelles formes jusqu'à l'arrêt brutal et mystérieux vers 600 après Jésus-Christ. Pendant un millénaire, ces dessins ont été réalisés par de petits groupes de personnes, génération après génération. Mais comment ont-ils été tracés? Qu'est-ce que nous avons ici? Une surface de gravier sableux typique de ce désert. Quand les habitants ont créé les lignes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré ce sable sombre pour laisser apparaître une matière très claire et créer un contraste saisissant. Les lignes claires sont si brillantes qu'on ne peut les rater. Une nouvelle figure devait se remarquer particulièrement. Aujourd'hui, elles sont si effacées qu'il est difficile de les voir précisément. David est tombé par hasard sur un trapèze inachevé dans le désert. Leurs outils sont encore là. Ils ont apporté des tas de pieux. Ils ont déversé des paniers de pierres, de galets, et ici, les lignes sont jalonnées, prêtes à être achevées. David a repéré une série de poteaux que les Nazca ont installés pour indiquer les bords d'un trapèze. Et Marcus Reindel a une mauvaise nouvelle pour ceux qui continuent à voir des pistes d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Nos relevés ont montré que même si les lignes sont très droites et tracées avec précision, elles sont souvent courbes. Les travaux rigoureux des scientifiques ruinent peu à peu ceux qui, avec von Daniken, voulaient imaginer la présence des extraterrestres. Certaines de ces lignes, visibles depuis l'espace,
sont maintenant considérés comme des jalons ou des indications pour de longs trajets. Marcus Rendell a découvert que le peuple Nazca commerçait avec d'autres peuples à des milliers de kilomètres. Mais ces recherches sont aussi une course contre le temps. Chaque site archéologique de la région recèle des trésors d'art ancien, dont la valeur sur le marché est inestimable. Les sites connus sont la cible des pilleurs de tombes qui ont détruit de précieux indices pour comprendre les secrets Nazca. Le chantier sur lequel travaille Marcus a été pillé peu avant son arrivée. Il est clair qu'ils trouvent de grands trésors, de l'or, des poteries et d'autres choses encore, qu'ils mettent sur le marché de l'art, mais qu'ils ne sont pas intéressés par les objets cassés. Mais les pilleurs ont laissé quelque chose qui n'a pas de prix, les anciens Nazca eux-mêmes. Le sol est si sec que leurs momies sont parfaitement conservées. Cet incroyable état de préservation permet de comprendre de nombreux détails de leur vie dans ce désert. Voici les restes d'un individu qui s'est donné beaucoup de mal pour préserver sa magnifique chevelure tressée. C'est le crâne d'un ennemi, utilisé comme trophée, les lèvres scellées avec des épines de cactus. Et ce crâne terrifiant qui a permis d'étayer la théorie de la présence d'extraterrestres, Marcus Rendell sait maintenant exactement ce que c'est. Une analyse scrupuleuse et le contenu des tombes révèlent que ce crâne a été déformé par des morceaux d'étoffe fermement serrés tout autour au moment de l'enfance, quand les os sont mous. C'est un crâne des tout premiers Nazca. Mais une incroyable surprise attend les archéologues qui travaillent sur ces fouilles. Ce peuple très avancé a vécu dans ce désert, produisant assez de nourriture pour faire vivre des potiers, des tisserands, des guerriers et des constructeurs. Pour cela, il devait disposer d'abondantes sources d'eau. Et David Johnson pense qu'il a découvert que ces lignes Nazca ont un rapport avec l'eau. Il est parvenu à cette réflexion presque par hasard, dans un moment d'inspiration. Je restais assis, je regardais autour de moi et tout à coup j'ai pensé que je tenais quelque chose. On y est. On doit vérifier le niveau d'huile. Oui. David Johnson arpente le désert à la recherche d'une preuve pour étayer sa théorie sur les lignes Nazca. Le professeur Stephen Maybe, le géologue, va l'aider à vérifier son hypothèse. C'est un expert qui connaît bien l'évolution des cours d'eau à travers le temps. Il est fasciné par ces étranges marques laissées par un peuple qui savait cultiver d'abondance dans le désert. C'est un endroit très aride. Il y a du vent, du sable, des graviers. Il n'y a pas de végétation. Vous ne trouverez pas d'insectes ni d'oiseaux. Ce désert est absolument stérile. Ici, la population s'est installée dans un îlot de verdure, irrigué par de mystérieux aqueducs qui sortent dans la vallée. Ils sont si importants que chaque année, les descendants des Nazca risquent leur vie pour les nettoyer et en assurer le débit. C'est un travail dangereux. La terre bouge régulièrement, secouée de violents tremblements de terre. Ces images ont été prises dans l'instant qui a suivi un tremblement de terre qui a détruit 80% de la ville de Nazca. Peu de temps après, le sol a de nouveau tremblé, fracassant tout et ouvrant des failles dans la terre. Ces failles et les mystérieux aqueducs sont liés, d'après la nouvelle théorie de David Johnson. Mais ce rapport n'était pas évident lors de sa venue à Nazca pour la première fois. Il est arrivé un jour et les habitants ont découvert qu'ils pouvaient localiser les puits avec une paire de simples morceaux de fil de fer. En 1995, je suis arrivé dans la région en touriste avec ma femme. Nous sommes restés une semaine et durant toute la semaine, j'ai en fait cherché un puits dans un endroit où, d'après les gens, il n'y avait pas d'eau. Les baguettes que j'utilise forment un L. Elles sont coupées dans un fil de fer. Elles peuvent être en acier, en fer, en bronze, n'importe quoi sauf de l'aluminium. Je les glisse dans des corps de stylo
pour les séparer de ma main et pour qu'elles puissent tourner librement. Je ne les touche pas et donc je les prends comme ça, parallèles et perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Elles pointent dans la direction de la source d'eau. Ici, nous voyons qu'il y en a une tout près. Et au fur et à mesure que je me dirige vers elle, les baguettes m'indiquent la bonne direction. Si je croise l'eau, elles se croisent. Dans notre cas, c'est une source de faible puissance. Si elles se croisent totalement, c'est une source importante. Si elles se croisent à peine, il n'y a pas vraiment d'eau. Nous sommes maintenant au bord de ce cours d'eau. Elle nous montre à nouveau la limite. Je peux donc savoir où se trouvent les sources. Dès que je m'éloigne, elles sont parallèles à nouveau. C'est au cours de la recherche d'un puits que David a eu la surprise qui a changé sa vie. En suivant ses baguettes, il a longé un aqueduc souterrain. Je suis monté en haut de la colline, j'ai regardé la pente et devant moi, je voyais tout le système, la preuve que je cherchais. À ce moment-là, l'émotion est très forte. Je me suis assis, j'ai regardé tout autour et je me suis dit, j'ai quelque chose. Par sa subite révélation, David venait de mettre en évidence les liens entre les cours d'eau souterrains, les fractures causées par les tremblements de terre et les lignes Nazca. Il a compris que ce peuple avait dessiné toutes ces formes pour indiquer les fractures géologiques qui permettent la circulation de l'eau. Excité, David a remis en cause sa théorie. Il a commencé à suivre les lignes pour voir si elles le menaient à des points d'eau. C'est le cas. Il a passé des mois à arpenter le désert, mais il restait à convaincre les autres chercheurs. Il exposa sa découverte à Stephen Maybe. J'ai été séduit. Sans plus de questions, je me suis dit que cette idée valait le coup d'être vérifiée. Mais Steve est sceptique face aux baguettes de David et préfère démontrer cette théorie scientifiquement. Il veut être certain que quand les lignes Nazca, les fractures du sol et les cours d'eau se rejoignent, ce n'est pas le fruit du hasard. Je préfère la science et les faits pour écrire cette histoire plutôt qu'un homme marchant dans le désert avec 2 fils de fer. Ils se sont rendus loin dans le désert au moment le plus chaud, le plus sec de l'année. Et là, de l'eau en abondance arrivait de quelque part. L'eau coule d'une source au fond de la vallée qui descend d'une péninsule rocheuse. Les vestiges des anciens Nazca sont encore visibles. Ils ont utilisé cette source il y a 2000 ans. Mais d'où vient cette eau? Les pluies sont si rares ici qu'elles ne peuvent alimenter une telle source. Il y a une autre origine. Stephen croit savoir où se situe cette origine.